Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. La télévision a fait de vous une reine, même si vous n'avez jamais eu besoin d'une couronne pour que l'on vous tresse des lauriers. Vous continuez plus que jamais à suivre une évolution planétaire des médias. Elle est au cœur de votre dernier livre. Bonjour Christine Ockrent. Bonjour Jacques Pessis. Alors, il y a ce livre, La guerre des récits à l'Observatoire, qui est passionnant, dont on va longuement en parler tout à l'heure, et qui est au cœur de l'actualité, actualité qui vous est chère et que vous suivez. Mais les récits, il y en a un autre, c'est celui de votre vie. Et le principe des clés d'une vie, justement, c'est de vous raconter à travers des dates clés. La première que j'ai trouvée, elle ne vous concerne pas directement, mais elle est importante. C'est le 24 décembre 1968. C'est la première de cette émission. Écoutez. Good evening. This is 60 Minutes. It's a kind of a magazine for television, which means it has the flexibility and diversity Good of a evening, magazine. 60 Minutes, un magazine qui est lancé ce jour-là à la télévision américaine et qui marque vos débuts de journaliste. Oui, tout à fait. C'est très émouvant pour moi que vous ayez retrouvé ce document. 60 Minutes, c'est une histoire de longévité et de qualité, comme quoi les deux peuvent aller de pair, tout à fait exceptionnelle. C'est donc un magazine d'information qui dure, comme son nom l'indique, 60 minutes et qui a été lancé sur CBS News par un producteur légendaire de l'époque, qui a été mon patron pendant 8 ans, qui s'appelait Don Hewitt, et qui était l'homme qui, avant de créer ce magazine, avait orchestré le premier duel télévisé présidentiel aux États-Unis entre Richard Nixon et John Kennedy. Et bon, il préférait nettement Kennedy, et donc il avait expliqué à Kennedy qu'il fallait qu'il se poudre de façon à ne pas transpirer sous la chaleur des projecteurs. Il n'avait pas donné le même conseil à Richard Nixon. Enfin, Nixon avait d'autres obstacles et d'autres arguments aussi d'ailleurs. Mais toujours est-il que Kennedy avait gagné ce duel. Mais pour en revenir à ce magazine, oui, j'ai eu la chance d'y faire mes classes. J'étais basée à Londres, je travaillais avec un producteur qui était lui aussi à Londres, et donc nous allions, à l'époque la télévision américaine, plus encore qu'aujourd'hui, avait de très gros moyens, il n'y avait que 3 grandes chaînes, on tournait encore en film, et donc voilà, il fallait se préoccuper non seulement de faire toutes les recherches pour préparer un reportage, et souvent on passait 2 mois sur un seul reportage, donc c'était des conditions tout à fait exceptionnelles. Et puis j'ai eu la chance de travailler beaucoup avec un certain Mike Wallace, qui est le père du Chris Wallace de Fox News que l'on voit à l'œuvre ces temps-ci, que l'on a vu à l'œuvre lors de l'un des duels télévisés de cette campagne, de cette dernière campagne. Et auprès de Mike Wallace, j'ai vu beaucoup de choses, en particulier les ravages d'une certaine forme de notoriété, qui était immense, encore une fois. À l'époque, il n'y avait que 3 chaînes. Donc voilà, ça a été, sur tous les plans, professionnels et humains, pour moi, une merveilleuse école. Alors, il faut savoir que Mike Wallace, avant de présenter cette émission, il était présentateur de jeux pendant quelques années. Et Chris Wallace, qui a arbitré le débat, le premier débat Trump contre Biden, lui, son rêve, quand il était enfant, c'est d'être correspondant à la Maison-Blanche. Et il l'est devenu. Alors, vous absolument. C'est un très bon journaliste, d'ailleurs. Très bon. Et comment êtes-vous arrivé à Londres, finalement? Pourquoi, Christine Ockrent? Pourquoi? Parce que quand on m'a proposé ce job, le quartier général pour l'Europe, c'était Londres. Et en fait, je me suis surtout retrouvée au Moyen-Orient, parce que c'est l'époque où les grands médias américains s'intéressaient en particulier au pétrole dans les années 70, 74. Vous êtes trop jeune, mon cher Jacques. Enfin bref, c'était la guerre du pétrole à l'époque. Et à partir de là, il y avait aussi, j'ai tourné dans beaucoup d'endroits, et le champ de ces reportages s'est élargi à l'Amérique du Sud. Enfin voilà, ça a été encore une fois une formidable
une formidable école. Alors, le point de départ, c'est Bruxelles, où vous êtes né. Votre père, Roger Ockrent, a travaillé avec Paul-Henri Spaak, il était son chef de cabinet. Paul-Henri Spaak, qui a été pratiquement ministre sans arrêt de 1936 à 1964, et qui a Premier été, ministre. Ouais. oui, et il a une particularité, il a été le premier homme politique à inaugurer une avenue de son vivant, l'avenue Paul-Henri Spaak, le jour où on a inauguré l'immeuble de Tintin à Bruxelles. Ah ouais, ça, je l'ignorais. Mais je me souviens très bien de ce grand homme d'État qui a été le signataire pour la Belgique du traité de Rome, créant donc ce qu'on appelait à l'époque la communauté européenne et qui est devenue l'Union européenne. Et votre père aussi a beaucoup collaboré au plan Marshall, le plan Marshall qui a été dit par George Marshall, je crois, en 11 minutes dans un discours à Harvard, et qui a sauvé l'Europe. Qui a sauvé l'Europe, qui a déversé énormément d'argent américain pour reconstruire une Europe dévastée, et notamment la France, qui, on l'imagine, était en ruine. Alors, la France, vous y arrivez, vous avez 6 ans, parce que votre père est nommé à Paris, et la première connaissance que vous allez faire à Paris, Christine Ockrent, c'est Georges Braque, le peintre. Oui, parce que nous habitions dans une petite impasse près du parc Montsouris, en face de sa maison. Et donc, quand on m'a expliqué qui c'était, il était très beau, Georges Braque, il avait très, très belle, très, très beau visage. Il était surveillé par une dame extrêmement sévère qui n'aimait pas que les petites filles espionnent de l'autre côté de la petite rue. Et donc, je montais désespérément sur un tabouret pour essayer de le voir à l'œuvre. Mais oui, il habitait en face. Malheureusement, je n'ai reçu aucun tableau, ni même aucun graffiti de sa main. C'est dommage. Voilà. Mais le musée du Louvre en a eu, et en 1961, il est le premier peintre vivant à avoir été exposé au Louvre avec une rétrospective de son atelier. Et puis, vous faites vos études dans un collège qui est le collège Sévigné, où il y a eu quand même F. Curie, Marie Curie et Louise Weiss, la première féministe, qui ont également fait leurs études. Oui, mais enfin, bien avant moi, quand même. Bien avant, bien. Et ce collège, c'était vraiment le point de départ de votre avenir, qui au départ était la voie familiale, Christine Ockrent. Oui, enfin, j'ai été passé un an en Angleterre, et puis j'ai fait Sciences Po. Enfin, finalement, comment dire, une formation, oui, qui correspondait sûrement à mon milieu familial et à mes intérêts qui ne se sont pas démentis depuis. Vous avez été, je crois, en Angleterre à l'université de Cambridge, grande université. Oui, tout à fait, où j'ai suivi quelques cours, mais dans un tout autre domaine, qui était des cours d'archéologie, et où je me suis surtout, enfin, il faut bien l'avouer, j'ai surtout beaucoup fait la fête. Et puis, le point de départ, vraiment, ça a été NBC News, où vous avez trouvé votre vocation de journaliste, je crois. Oui, NBC, qui est donc l'une des 3 grandes chaînes américaines, avait à l'époque un bureau de documentaire, donc ce n'était pas du reportage d'actualité, c'était des tournages beaucoup plus longs. Et l'un de ceux auxquels j'ai pu participer était sur le rideau de fer. Et donc, oui, ça a été pour moi une sorte de révélation. Je me suis dit que c'était plus intéressant que de continuer à faire de la science politique. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai été embarquée dans ce métier. Et en apprenant ce qu'on appelle le journalisme à l'américaine. Oui, bien sûr, mais enfin, on devait en travailler en anglais, ce qui n'était pas non plus évident, et en essayant de m'adapter à une mentalité qui est toujours extrêmement différente de la nôtre, bien sûr, mais ça m'a permis, oui, pendant une dizaine d'années, d'apprendre ce métier, et dans une culture où l'information à la télévision à l'époque, c'était avant qu'il y ait des chaînes d'opinion que Fox News a introduites à la télévision aux États-Unis. Et donc, oui, ça m'a appris une certaine manière de travailler. Quand je suis rentrée en France, évidemment, il y a eu une période d'ajustement qui était parfois déroutante pour moi, mais
mais intéressante. J'avais choisi de rentrer et pour des raisons familiales et culturelles aussi. Voilà, il me semblait que j'étais mieux à l'aise sur notre continent. Et vous l'avez démontré, on en parle dans quelques instants avec une autre date, le 26 décembre 1975. À tout de suite sur Sud Radio avec Christine Ockrent. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Christine Ockrent. On parlera tout à l'heure de La guerre des récits aux éditions de l'Observatoire, un livre que vous publiez. Et dans le récit de votre vie, il y a une date importante qui est le 26 décembre 1975. Elle est liée à un générique que vous allez reconnaître. Vendredi, le premier vendredi de France 3, vous faites vos débuts de présentatrice et de réalisatrice en France. Oui, c'était un magazine que dirigeait à l'époque Jean-Pierre Alessandri. Et oui, donc voilà, j'ai commencé à travailler pour cette chaîne en France. Et c'était une émission de documentaire, enfin de reportage, à mi-chemin entre le documentaire et l'actualité. Voilà, vous avez un pull rouge avec un col roulé. Bon, c'est la première, vous n'avez pas l'air dérouté du tout, vous n'avez même pas le trac, ça se passe très très bien. Écoutez, pour être honnête, Jacques, franchement, je ne m'en souviens plus. Je me souviens d'avoir fait un reportage sur la faillite de la ville de New York. Exactement. Et je me disais en lisant les journaux cette semaine que ce thème était hélas à nouveau d'actualité. Parce qu'évidemment, sous l'impact de la pandémie, les finances de la ville sont à nouveau dans un état épouvantable. Et donc, voilà, ce sont les cycles où l'on voit que les thèmes se répètent. Alors, le président d'alors, c'est Gerald Ford. On voit une affiche l'évoquant et une enseigne. Et finalement, ce film est novateur parce qu'à l'époque, on ne comprend pas très bien ce qui se passe à New York. Et vous, venant d'Amérique, vous l'expliquez parfaitement, Christine Ockrent. J'avais la chance déjà de connaître pas mal de gens sur place et des gens qui m'ont aidé avec beaucoup de générosité. Et voilà, donc... oui, bon. Et puis à partir de là, oui, j'ai continué. Oui, mais ce documentaire, en plus, Jean-Pierre Alessandri, vous l'avez commandé. Jean-Pierre Alessandri qui vient de faire d'ailleurs une version corse d'un roman d'Hervé Bazin. Il vient de tourner Vipère au point en Corse, ce qui est assez étonnant pour la télévision locale. C'est étonnant. Et il continue à travailler. Mais à cette époque-là, ce documentaire est novateur. On ne le remarque pas tout de suite. Et on va le remarquer 2 ans plus tard au Festival de télévision de Monte-Carlo, où vous allez le présenter. Vous ne vous souvenez pas? Vous faites une interview. Si je me souviens d'avoir eu un prix, je crois. Mais voilà, enfin, tout ça, c'était franchement le siècle dernier. Oui, mais enfin, on vous voit tous sourire, répondre à des questions parfois difficiles, avec le plus grand calme. Vous expliquez que ce reportage est la synthèse entre le journalisme français et le journalisme américain. Oui, c'était peut-être un peu prétentieux, mais enfin bon, il fallait bien trouver une réponse. Et vous expliquez surtout que le journalisme, il faut avoir le respect de son sujet. Oui, bien sûr. Enfin, mais ce n'est pas toujours le cas. Enfin, vous savez, la télévision, c'est une loupe. Et donc, on voit très vite si le ou la journaliste ne s'intéresse pas à son sujet. Mais encore une fois, c'était une époque où cette industrie était tellement différente de ce qu'elle est devenue aujourd'hui que véritablement, pour beaucoup de gens qui nous regardent et qui nous écoutent, tout cela fait référence à une époque véritablement bien révolue. Oui, surtout que la technologie n'était pas facile. Vous étiez réalisatrice en plus de vos films avec un matériel pas aussi facile à transporter qu'aujourd'hui. Bien sûr, encore une fois, on tournait en film, il fallait que ce film soit développé, donc on tremblait aux nouvelles que l'on avait des labos, si le film était voilé, s'il était jauni, si ceci, si cela. Les caméras étaient très lourdes, les équipes de tournage, on était
enfin, à l'américaine, on était très nombreux, à la française, on était déjà moins nombreux, on avait moins de moyens. Néanmoins, les équipements étaient très lourds. L'ingénieur du son, le Nagra, ça pesait, je ne sais plus, 4-5 kilos. Donc, oui, enfin, la miniaturisation, la rapidité aujourd'hui, le fait qu'on demande aussi aux journalistes en gros, de faire plusieurs métiers à la fois, tout cela n'existait pas à l'époque. Tout allait beaucoup plus lentement. Oui, il y a eu pire. Pierre Sabag, quand il a commencé le journal télévisé, il m'a un jour raconté que pour développer les films, il prenait des boîtes de conserve vides à la cantine et il mettait le film dessus pour pouvoir le développer après dans la machine à laver. C'était extraordinaire. Ça, Et c'est comme ça non, que ça, j'ai pas connu. le journal télévisé a commencé. Donc, ce documentaire est présenté dans ce festival de Monte-Carlo, qui est l'un des festivals les plus connus au monde, qui a été créé par le prince Régnier. Mais vous allez, vous aussi, avoir un prix beaucoup plus tard, je crois, à Dakar, un prix remis par Télépoche. Et ça aussi, ça a été la première récompense officielle, Christine Ockrent. Vous vous en souvenez? Si vous me le dites. C'était un kangourou Vous savez, d'or, moi, exactement. je n'ai pas le goût des trophées et je n'ai pas le goût non plus des. Comment dire? Vous savez, il y a des gens qui tapissent leur bureau d'eux-mêmes, photographiés avec les gens connus, les gens célèbres, etc. Moi, pas du tout. J'ai d'ailleurs très peu. J'ai gardé très peu de documents, j'ai gardé très peu de. Voilà, je ne collectionne pas ce genre de souvenirs. Je préfère en faire le tri Oui, dans ma mémoire. c'était un kangourou d'or, exactement, que vous avez reçu sur la scène de Dakar pour vos reportages. Reportages très variés, parce qu'à l'époque, quand on voit les reportages que vous faites, vous avez bien, aussi bien en Afrique qu'à Londres qu'aux États-Unis, il y a même un reportage sur une boîte disco, on fait du patin à roulettes, vous faites du patin à roulettes. Vous vous en souvenez? Pas du tout. Ah, vous êtes sur des patins à roulettes dans une discothèque au temps du disco et vous commentez comme ça votre reportage. Mon cher Jacques, vous m'éblouissez d'avoir retrouvé toutes ces choses qui se sont véritablement perdues pour moi dans les profondeurs de l'oubli. Alors, il y a quand même une chose, c'est qu'en dehors de ces reportages, vous commencez aussi à présenter des Soirs 3 et à faire votre métier de présentatrice entre deux reportages, Christine Ockrent. Oui, je me souviens que Jean-Marie Cavada dirigeait à l'époque la 3e chaîne. Oui. Et qu'il m'avait demandé au départ, oui, de faire des commentaires de politique étrangère. Et je me souviens très distinctement du jour où lui-même va à l'antenne. Et il a cette formule qui lui vaudrait aujourd'hui, mais alors les foudres de toutes les féministes de la Terre, où il dit, voilà, à partir de maintenant, c'est Christine Ockrent qui fera les commentaires de politique étrangère, mais c'est une femme. Bon, sur le moment, ça m'a un peu surprise, mais enfin, comment dire, le climat n'était pas celui d'aujourd'hui. Mais oui, c'est grâce à Jean-Marie que j'ai fait ainsi mes débuts à l'antenne, alors que jusque-là, et la plupart du temps, j'étais derrière la caméra et non pas devant. Ça ne vous a pas intimidé, ça vous a plu, ça vous a surpris de faire vos débuts comme ça à l'antenne, Christine Ockrent? Comment dire, j'étais très familiarisée avec tous ces exercices. Et donc, voilà, après, on s'adapte. Vous êtes parfaitement adapté. Vous avez même interviewé Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée en 80, pendant qu'il était président. Oui. Et c'était une première aussi, je crois, pour une femme. Oui, c'est possible. Président très courtois. Très courtois et en même temps, encore une fois, c'était pour vous une première. Il y en a eu une autre, on en parle dans quelques instants avec une autre date, le 5 octobre 1981. A tout de suite sur Sud Radio avec Christine Ockrent. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de Christine Ockrent. La guerre des récits, on va en parler tout à l'heure, c'est votre livre aux éditions de l'Observatoire. Alors là, il y a une date, franchement, vous ne l'avez pas oubliée, je suis sûr, même si vous avez quelques trous dans votre mémoire sur votre passé. C'est le 5 octobre 1981.
car c'est la première. Écoutez le générique. Ça vous dit quelque chose, ce générique? C'est Telex. C'est le journal télévisé d'Antenne 2 que vous présentez pour la première fois. Oui, Pierre Desgroupes m'avait proposé le 20h et c'était un personnage remarquable et singulier, très intimidant. Et moi, toutes les années de 5 colonnes à la une qui avaient fait de lui et de quelques autres véritablement les fondateurs d'un journalisme télévisé de qualité à la française, moi j'étais très ignorante de tout ça. C'était mes années américaines, donc je n'avais pas véritablement suivi. Et donc, en 80, je faisais le journal de 8h du matin à Europe 1. Et Desgroupes me dit, pendant l'été, il me dit ouais, j'aime pas votre voix à la radio. Bon, je suis déjà charmant personnage. Et donc, il me fait venir une fois qu'il est nommé à la tête d'Antenne 2. Et alors, il avait toujours une cigarette au coin de la bouche et il me dit ouais, bon, qu'est-ce que je pourrais vous faire faire? 20h. Ouais, je dis oui, merci monsieur. Le problème, c'est que le directeur de l'information de la 2 à l'époque trouvait que l'idée était vraiment totalement stupide, impossible. Patrick Poivre d'Arvor était déjà, depuis plusieurs années, la star incontestée du 20h. Et donc, le directeur de l'information en question passait son temps à rassurer les journalistes de la rédaction en disant « Vous ne tracassez pas, elle ne va pas durer ». À tel point d'ailleurs que je n'ai eu droit à aucune répétition avant de faire mon premier 20h. Je ne savais même pas où était le studio, ce qui était assez difficile. Enfin, je l'ai trouvé, le studio, juste à temps. Voilà. Et puis, cette aventure-là a commencé. Et ça a été évidemment une aventure formidable avec une rédaction, avec Patrick, avec qui les relations étaient finalement beaucoup plus affectueuses. Certes, il y avait de la concurrence, mais ça faisait partie du jeu, ça faisait partie du dessin de Desgroupes, d'ailleurs. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir comme co-rédacteur en chef quelqu'un que j'aime beaucoup, Claude Carré, que j'embrasse au passage. Et voilà, je crois qu'on a bien travaillé. Oui, et le moment où on se retrouve devant la caméra et que le journal commence, la première fois, qu'est-ce qu'on ressent, Christine Ockrent? On se concentre, d'autant que pour vraiment être sûr que je me casse la figure, j'avais 2 invités en direct. Vous savez que ça ne se fait pratiquement plus. Et je me souviens très bien, j'avais Jacques Chirac, qui était le patron de l'opposition, et un dirigeant communiste. Philippe Herzog, je crois. Philippe Herzog. Philippe Herzog. Ah, donc vous avez retrouvé ça aussi. Et donc, bon, vous savez que vous avez un journal de 30 minutes dans lequel il faut caser un certain nombre de choses et caser 2 invités en direct. Et ce n'était pas l'émission de débat, c'était véritablement le 20h. Voilà, c'était un peu sportif, mais bon. Et il y a un reportage sur Chirac pendant le journal. À un moment, il se déchaîne bien sûr contre la politique de Mitterrand, puisqu'il est chef de l'opposition. Et il y a un journaliste qui lui dit « Vous vous prenez pour le chef de l'opposition ?» Et Chirac, très sec, répond « Vous n'avez rien compris. » Oui, c'était sa manière. Et ça a connu très fort, puisque le lendemain, Christine Ockrent, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est la mort de Sadat que vous annoncez au journal de 20h. Oui. La mort de Sadat. Et il faut se rendre compte par rapport à ce qui se passe aujourd'hui que les images mettaient un certain temps. Il y avait pas les satellites, il y en avait très peu. Et au fond, donc, pour recevoir les images illustrant les faits dont il fallait rendre compte, on attendait.
Mais là, oui, l'assassinat de Sadat, oui, ça je m'en souviens distinctement. Donc ça commence très fort. Alors, bon, à la rédaction, on ne vous soutient pas vraiment, mais le public vous soutient, puisque les journaux titrent rapidement Une nouvelle étoile dans l'information est née, La reine Christine. Le public a immédiatement suivi Christine O'Krent. Oui, mais enfin, la rédaction était une excellente rédaction. Je veux dire, les années des groupes de la deuxième chaîne ont été spectaculaires. Et pas seulement en termes d'information, mais c'était Pascal Brognaud, c'était des groupes à véritablement moderniser, dépoussiérer, affranchi aussi l'information télévisée, qui, il faut quand même bien le reconnaître, a été du temps de l'ORTF muselée par le pouvoir en place pendant très longtemps, ce qui a quand même laissé à quelques journalistes de bien mauvaises habitudes à l'époque. Et donc, voilà, ça a été vraiment un moment, je crois, pour nous tous qui avons eu la chance d'y participer, un moment très galvanisant, très exceptionnel, et on le savait d'une certaine manière. Oui, mais vous aviez un autre problème, en dehors d'être une femme, c'est que vous ne veniez pas du journalisme politique. Et en général, les présentateurs venaient du journalisme politique, Christine O'Krent. Oui, c'est exact. C'est encore plus vrai en presse écrite. Et quand j'ai eu la chance de diriger l'Express, quelques années plus tard, alors là, non seulement c'était la double tare, c'était elle a fait de la télé, donc forcément, elle ne connaît pas le français, et en plus, elle n'est pas journaliste politique. Donc voilà, enfin, ça a bien marché quand même pendant quelques temps. Mais oui, mais vous avez raison, ça fait partie comment dire, des conformismes de ce métier, et surtout à cette époque-là. Et il faut résister à tout ça. C'est pas simple moralement, Christine O'Krent. Non, c'est pas simple. C'est pas simple. D'ailleurs, j'ai démissionné 2 fois du 20h. Mais oui, mais enfin, c'est là où, quand on a la chance d'avoir une famille qui vous soutient, voilà, on tient le coup. Alors, il y a aussi des journalistes femmes avant vous qui ont beaucoup travaillé. Et il y en a une que vous admirez, qui est une Italienne, qui s'appelle Oriana Fallaci. Je crois que c'est quelqu'un que vous considérez beaucoup, Christine O'Krent. Oui, ça a été une immense journaliste de presse écrite. J'avais eu la chance de faire son portrait pour 60 Minutes à l'époque, pour CBS News, et donc nous sommes devenus proches, et c'était un petit bout de femme, une sorcière florentine qui piquait des colères absolument légendaires, et qui était très célèbre non seulement dans son pays, mais aux États-Unis. Elle avait fait quelques interviews retentissantes, notamment une interview de Kissinger, dont ce dernier, à un moment donné, s'est défendu en disant « mais non, je n'ai jamais dit ça », etc. Et elle avait, comment dire, elle s'était révélée au moment de la guerre du Vietnam. Et c'était une femme qui, d'une certaine manière, aimait la guerre. Elle aimait faire la guerre aux autres. Et puis, elle courait de champ de bataille en champ de bataille. Elle a écrit quelques livres tout à fait admirables. Et puis, elle a viré très, 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 comment dire, on dirait chez nous, très, très à droite. Et à ce moment-là, elle a été très critiquée en Italie et aussi en France pour ses positions. Mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré et beaucoup aimé. Et elle avait fait avouer à Henry Kissinger que la guerre du Vietnam était inutile, ce qui effectivement a fait un scandale dans son pays. Oui, et puis elle avait toujours prétendu qu'il avait dit I'm a poor lonesome cowboy. Donc avec Kissinger ayant toujours un accent allemand tout à fait exceptionnel, et donc le fait qu'il se compare à un cowboy, ça avait fait quand même rigoler beaucoup de gens. Et lui s'en a défendu en disant mais je n'ai jamais dit ça. Et elle, je me souviens très bien quand on avait fait son portrait pour 60 Minutes, elle avait ressorti la bande, mais ne voulait pas nous la faire écouter, enfin tout un cirque. Mais encore une fois, ça a été une très grande journaliste, au-delà
des conflits et des polémiques qui ont marqué la fin de sa vie. En tout cas, j'ai découvert aussi quelque chose, c'est qu'après le journal, quelquefois en famille, Christine O'Krent, j'ai découvert que vous aimiez la chanson française. Écoutez ceci. C'est mon chéri, oh si je l'aime, mon grand frisé. Je vous ai vu chanter le Grand Frisé de Damia dans une émission de Jean-François Kahn, Chantez-le-moi, et vous souriez presque un peu gêné. C'est vrai que vous aimez la chanson française et que vous Ah chantez? oui, on a beaucoup chanté, notamment avec Jean-François, qui lui a une culture tout à fait encyclopédique de chansons. Oui, ce sont des moments de convivialité que l'on regrette particulièrement, mon cher Jacques, dans les temps qui courent. Oui, c'est vrai que et vous pouvez passer des soirées à chanter des couplets Montmartre 3. Enfin, pas seulement. Enfin, on peut avoir un répertoire un peu plus large et un peu plus contemporain. Et alors, Damia, pour celles et ceux qui ne s'en souviennent pas, au départ, elle avait une robe de velours rouge et Sacha Guitry lui dit « Madame, vous vous habillez en dompteuse de puce, pourquoi ?» Elle a pris une robe noire et c'est sur cette robe noire que Piaf a décidé elle aussi de porter une robe noire. Et que Ah, c'est né. j'ignorais. Alors, un jour, le journal s'est terminé, vous en avez eu assez. Vous avez fait 2 émissions qui ont marqué la télévision, vous êtes revenu aux sources, c'est Carnet de route et qu'avez-vous fait de vos 20 ans. Ça aussi, ça compte dans votre vie comme de très bons souvenirs. Oui, parce que j'aime le terrain, j'aime les aéroports. Là aussi, c'est, comment dire, des souvenirs qui passent déjà un peu éloignés. Je parle des aéroports. Et oui, avec Carnet de route, on a vécu des moments formidables. Je me souviens avec Guy Sagès en particulier. Je travaillais à l'époque avec l'agence CAPA. Et puis, qu'avez-vous fait de vos 20 ans? C'était tout autre chose. C'était l'idée d'explorer la mémoire et la mémoire visuelle d'un certain nombre de personnalités, enfin de gens, depuis de grands acteurs comme Gérard Depardieu ou Philippe Noiret, jusqu'à des hommes politiques comme Jacques Chirac, qui avait fait une très jolie émission, se souvenant de sa jeunesse américaine. Oui, c'était une émission qui avait beaucoup de charme et qui était très lourde et d'après ce que disaient les producteurs, très chère, parce qu'il fallait trouver toutes ces archives, ce que vous faites, Jacques, avec beaucoup de minutie, beaucoup de talent, mais il fallait aussi en conserver les droits, et ça c'est toujours difficile s'agissant d'archives télévisées. Donc malheureusement, c'est une émission qui s'est arrêtée, je crois, au bout de 2-3 ans. Oui, mais dont on conserve un bon souvenir, et vous étiez une pionnière de la nostalgie en même temps, nostalgie qui est à la mode à la télévision aujourd'hui. Et puis maintenant, on va évoquer quelque chose d'important, votre livre, dont on a parlé au début, avec une date, le 7 octobre 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Christine O'Krent. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Christine O'Krent, 7 octobre 2020, sortie de La guerre des récits aux éditions de l'Observatoire, un livre qui fait le point sur l'année que nous vivons, sur la pandémie. Pourquoi avoir fait ce livre au départ? Comment est venue l'idée de ce livre, Christine O'Krent? Il m'a semblé au moment du premier confinement, qui était une expérience, je crois, étrange pour chacun d'entre nous, que tout paraissait à la fois très ralenti, presque figé, et en même temps, pour qui s'intéresse à la politique internationale, on voyait, et pas seulement aux questions sanitaires, on voyait se durcir, se cristalliser les rapports de force entre les grands pouvoirs, c'est-à-dire la Chine, bien évidemment, les États-Unis, avec un Donald Trump qui, dès que la pandémie frappe les États-Unis, c'est-à-dire fin février, interprète ce virus comme étant une arme chinoise pour l'empêcher d'être réélu, ou une arme démocrate dans le même but. La Russie de Poutine, où en fait on a assez peu couvert la manière dont cette pandémie a été et reste traitée en Russie, et bien évidemment ce qui s'est passé chez nous en Europe. Et donc je me suis dit qu'avec les moyens d'Internet, qui hélas donnent lieu au pire s'agissant des réseaux sociaux,
mais aussi aux meilleurs, parce qu'on a accès à une extraordinaire variété de sources d'informations fiables, que c'était le moment d'essayer de comprendre le jeu de ces rapports de force. Et donc, je suis partie en exploration immobile, si j'ose dire, sur la manière dont le pouvoir à Pékin, Xi Jinping, avait compris au bout d'un certain temps, il a fallu attendre le 20 janvier de cette année, alors que la pandémie a probablement explosé à Wuhan, cette ville dont la plupart d'entre nous n'avions jamais entendu parler, qui est néanmoins une ville de 12 millions d'habitants. Cette pandémie s'est probablement déclarée au début décembre. Il a fallu attendre le 20 janvier pour que Xi Jinping comprenne d'abord la menace sur 1,4 milliard de Chinois, donc dans son propre pays. Et en même temps, il comprend très vite qu'à partir du moment où le système chinois, c'est-à-dire une dictature, et une dictature absolue, c'est-à-dire que vous êtes chinois, vous n'avez pas 1 cm² d'autonomie, tout est contrôlé, mais il comprend qu'à partir du moment où il peut juguler cette pandémie, il peut en faire la démonstration, selon lui, que le système chinois est évidemment le meilleur sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan politique, sur le plan économique. Et donc, on voit se déployer cette diplomatie sanitaire qui s'intéresse d'abord généreusement à l'Italie du Nord, on comprend ensuite que la facture suivra, et qui prolonge ou qui accentue les routes de la soie qui sont pour la Chine un outil de pénétration économique et commerciale, notamment en Europe. Donc, c'était un moment privilégié pour essayer d'observer et de raconter ce qui se passe en Chine, mais aussi comment la Chine utilise cette pandémie pour affirmer que oui, le 21e siècle, et c'est l'ambition de Xi Jinping, le 21e siècle doit être le siècle de la Chine. Et face à cela, on voit les États-Unis, c'est-à-dire la première puissance du monde, le plus grand nombre de prix Nobel, les universités les plus prestigieuses, le niveau de vie moyen quand même le plus enviable. Eh bien, on voit ce pays se fléchir, incapable de faire face. Il faut toujours rappeler que les Américains n'ont pas de sécurité sociale, qu'il n'y a pas de système d'assurance maladie, sauf quand vous êtes salarié et que c'est votre entreprise qui prend cette assurance en charge. Donc voilà, là aussi, un espèce de tableau de cette Amérique dans laquelle se déroule en même temps une campagne électorale dont on vit les derniers soubresauts. Et là, on voit comment la pandémie devient, pour les démocrates et pour Biden, la démonstration qu'il faut être prudent et donc il faut voter par correspondance. Et donc, ça va expliquer les affres de ces dernières semaines où en fait le dépouillement du vote par correspondance va prendre du temps et finalement renverser la tendance au profit de Biden. Et on voit par opposition un Donald Trump qui raconte, il faut bien le dire, tout et n'importe quoi. Vous vous souvenez du moment où il disait il faut avaler du détergent parce que ça vous nettoie les poumons. Voilà, et on voit ce président qui, ces derniers jours encore, est incapable d'accepter la défaite. Donc, un tempérament, certains diraient un cas psychanalytique vraiment intéressant, mais aussi c'est bien la pandémie qui a accentué tout cela. Et puis, on voit les Européens qui, au début, c'est le chacun pour soi, donc c'est la concurrence pour se procurer les masques, les respirateurs, etc. Et il me semble que pour nous aussi, la pandémie est un tournant, et on l'a vu au cours de l'été dernier, quand Mme Merkel et Emmanuel Macron ont donc convaincu les autres partenaires de l'Union européenne qu'il fallait faire front ensemble, sur le plan financier déjà. Et on voit aussi ces derniers jours la Commission de Bruxelles qui met en place un certain nombre de mesures de coordination des outils que chaque pays européen, et ce sont toujours à peu près les mêmes, emploie pour essayer de juguler cette deuxième vague. Donc oui, il me semble que les récits, la guerre des récits, c'est évidemment la manière dont chacun a essayé de raconter cette pandémie
Dans les démocraties, le récit, il est multiforme. Je veux dire, c'est vous, c'est moi, et pas seulement les officiels, ce sont les réseaux sociaux. Dans les dictatures, la dictature chinoise, qui est la plus, comment dire, muselée, et le régime autoritaire russe, qui est différent, qui n'arrive pas à museler tout à fait les réseaux sociaux, à la différence de la Chine, oui, on voit des récits qui se confrontent, qui s'affrontent parfois, mais qui me semblent très révélateurs de l'époque que nous vivons. Alors, ce récit, justement, comme tout est allé si vite, on a un peu oublié. Vous faites un récit petit à petit. Et il y a des personnages qu'on ne connaît absolument pas en France, dont un dont vous parlez, Christina Ockrent, qui s'appelle Anthony Fauci, qui est c'est un médecin américain, une sorte de Véran ou de Defraissy américain, qui devient une idole parce que c'est le docteur de l'Amérique. On fait même des produits dérivés à son nom. C'est incroyable. Qui est cet homme? Alors, c'est un homme qui a plus de 80 ans et qui a conseillé 5 présidents américains, le dernier étant Donald Trump, lequel a ricané à son encontre, l'a désigné à la colère de ses partisans, et au point que Steve Bannon, qui a été l'un des conseillers de la victoire de Trump en 2016, recommandait il y a une dizaine de jours que la tête de Fauci devait qu'il devait être décapité et que sa tête devait être plantée sur les grilles de la Maison-Blanche. Donc, c'est vous dire, Steve Bannon, soit dit en passant, qu'il devrait aller en tôle parce qu'il a subtilisé l'argent d'un groupe qu'il avait fondé, soi-disant, pour financer le mur qui allait protéger les États-Unis des immigrants mexicains. Mais pour en revenir à Fauci, oui, il y a quelques 3000 gadgets à son effigie, depuis des chaussettes, évidemment des poupées, des cravates, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et il est l'une des autorités de santé publique les plus respectées aux États-Unis, sauf encore une fois par cette administration sortante. Et il vient de se féliciter de la mise au point donc, de 2 vaccins, le dernier étant le Moderna, donc le vaccin du laboratoire Moderna qui est dirigé par un Français et auquel Fauci vient d'adresser ses félicitations. Alors, les vaccins, justement, les premiers à l'avoir annoncé, vous le dites dans votre livre, Christina Ockrent, ce sont les Russes, parce que Poutine s'est retrouvé devant un vrai problème, c'est-à-dire que lui qui parle toujours, il s'est enfermé dans sa datcha à un moment parce qu'il sentait que ça pouvait sentir le roussi pour son élection future après le référendum, puisqu'il veut être au pouvoir jusqu'en 2036. Oui, c'est tout à fait fascinant de voir que Vladimir Poutine, qui quitte le Kremlin et s'isole dans sa propriété près de Moscou, on y construit des couloirs de façon à ce que les gens qui ont accès au président russe soient aspergés de produits désinfectants, ce qui est une méthode assez radicale. Et Poutine laisse en fait les gouverneurs des régions russes gérer tant bien que mal, parce qu'évidemment l'infrastructure hospitalière dans certaines régions est totalement défaillante, donc il les laisse gérer cette pandémie, mais il se préoccupe surtout d'un agenda politique qui est retardé à cause du virus, mais néanmoins, voilà, il décide à un moment donné qu'il faut procéder à une sorte de référendum, qu'il gagne, même si l'espèce de contrat qu'il a passé avec la classe moyenne russe, dont le niveau de vie s'est beaucoup élevé pendant ces 20 ans de règne, hein, Poutine est là déjà depuis 20 ans, cette classe moyenne voit, sous l'effet de la pandémie, sous l'effet de l'effondrement des prix du pétrole et des matières premières, parce que l'économie russe reste très dépendante des matières premières, et bien la classe moyenne voit son niveau de vie baisser. Et donc là, le contrat passé avec Vladimir Poutine s'effrite. Néanmoins, il est là. Et encore une fois, c'est un moment intéressant. Ces derniers jours encore, une autorité sanitaire russe avouait que probablement le chiffre officiel des victimes devrait être multiplié par 3 ou 4 pour parvenir à un chiffre plus réel. Mais au fond, voilà,
on voit nos démocraties qui se débattent face à cette deuxième vague et nous ne sommes pas seuls au monde. Et c'est pour ça que le vaccin, l'enjeu géopolitique du vaccin est important. Poutine annonce un vaccin russe à la mi-août, je crois le 12 août, et il l'appelle Spoutnik, pour bien rappeler l'humiliation que l'Union soviétique, dans les années 50, avait fait subir aux États-Unis dans l'espace. On n'en a plus beaucoup entendu parler de ce vaccin, et puis il y a une dizaine de jours, quand les Chinois, qui ont au moins 3 vaccins en dernière phase d'expérimentation, et bien sûr le vaccin américano-allemand Pfizer et maintenant le vaccin Moderna. Donc oui, Moscou a dit, mais nous avons aussi un vaccin. Et il semble qu'un certain nombre de gens aient été vaccinés avant même que la phase 3, donc la phase de validation, enfin plutôt d'expérimentation, c'est pas encore la validation, ait été terminée. Donc après, oui, pour chaque pays ou pour chaque système en concurrence, le récit autour du vaccin devient très important. Alors, vous évoquez aussi dans ce livre un film qui s'appelle Le Loup combattant numéro 2. En fait, c'est un ancien soldat d'élite de l'armée chinoise qui part en Afrique libérer ses compatriotes et des travailleurs locaux des griffes de mercenaires occidentaux. Et ce film, c'est la plus grosse recette en Chine de l'histoire du cinéma, 680 millions de dollars. Et ce film, et pour vous, c'est le symbole, et pour les Chinois, de la diplomatie chinoise et de l'avenir de la Chine, car c'est la Chine est la meilleure, en gros. Oui, c'est tout à fait étonnant de voir que sous l'influence, donc c'est un peu un Rambo, si vous voulez, à la chinoise. Mais ce film correspond à un changement de style et de méthode de la diplomatie chinoise, de l'appareil diplomatique. On se souvient peut-être qu'à l'ambassadeur de Chine à Paris, au beau milieu de la première vague de la pandémie, s'exprimait sur les réseaux sociaux, parce que là aussi, les Chinois maintenant font comme les Russes, enfin ils ont compris l'usage qu'ils pouvaient en faire, c'est encore assez grossier, et d'ailleurs l'ambassadeur de Chine avait été réprimandé par le Quai d'Orsay parce qu'il n'avait rien trouvé de mieux que, en termes particulièrement insultants, de parler de la manière dont les EHPAD étaient gérés en France. Et donc, cette diplomatie du loup combattant, très agressif, très offensant, très accompagnant cette diplomatie sanitaire, donc, est destinée, encore une fois, à faire valoir le modèle chinois comme étant de loin supérieur à tous les autres. Et pour les observateurs des méthodes chinoises, effectivement, cette pandémie est un tournant. Alors, et ce livre a été terminé avant l'élection présidentielle américaine. Il est toujours d'actualité. Est-ce que vous pensez faire une suite, une actualisation, Christine Ockrent? Écoutez, comment dire, il me semblait déjà, et je l'ai écrit et raconté, que la pandémie a été le facteur déterminant de cette campagne présidentielle. La manière dont Donald Trump l'a nié, a encouragé ses partisans à considérer que le port du masque, c'était un symbole politique. Donc, en gros, si vous portez un masque, c'est que vous êtes mou du genou et démocrate. Et si vous n'en portez pas, c'est que vous êtes un vrai Américain pur et dur, musclé, et si possible avec une arme à la main. Et donc, on a vu le président des États-Unis, dont on sait que Twitter a été et reste son moyen d'expression favori, encourager ses partisans à refuser, à manifester contre les gouverneurs démocrates dans certains États où ces mêmes gouverneurs essayaient de dire faites attention. Et la pandémie continue de faire des ravages aux États-Unis parce qu'encore une fois, jusqu'à la Maison-Blanche, qui est devenue un cluster, forcément, si vous n'observez aucun geste barrière, voilà, la contamination se répand. Et l'absence de prudence dans un certain nombre d'États explique que Joe Biden, donc le président élu, ait fait une conférence de presse il y a quelques jours pour dire si la transition entre
l'administration sortante de Donald Trump et l'administration que je vais mettre en place ne se fait pas convenablement, il y aura encore plus de morts. Parce qu'il faut un plan de santé publique qui n'existe pas et qui existe d'autant moins, et ça c'est pas de la faute de Trump ni de Biden, mais le système fédéral américain complique encore les choses parce que c'est au niveau de chaque État que la santé publique, même si elle est coordonnée par de très grandes agences fédérales, la santé publique reste soumise à des règles qui peuvent varier. Donc la pandémie est en pleine bourre, c'est monstrueux ce qui se passe aux États-Unis, et bien évidemment le chaos politique qui continue d'y régner n'aide pas. En tout cas, ce qui s'est passé jusqu'ici depuis janvier, c'est dans ce livre, La guerre des récits, qui se lit comme un roman, parce que c'est vraiment passionnant. Merci Christine Ockrent de nous avoir ainsi rafraîchi la mémoire, même si la situation est tragique. On comprend mieux ce qu'il s'est passé. C'est aux éditions Observatoire. Et puis, merci d'avoir participé à ces Clés d'une vie. Et je suis heureux de vous avoir rappelé quelques bons souvenirs. Merci Jacques, merci beaucoup. Merci, les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt et restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.